Bonjour mes chers élèves de la 3e année collège parcours international. Donc aujourd'hui on va commencer notre deuxième chapitre concernant la digestion et l'absorption intestinale. Mais avant, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a vu avant durant les séances précédentes. Donc on commence d'abord par les aliments. On a dit que les aliments consommés par l'homme, ce sont des aliments composés, c'est-à-dire qui se composent de 2 ou plusieurs aliments simples. Et ces aliments, on a dit, se composent de plusieurs aliments simples tels que les glucides, lipides, protéines, etc., qui se composent d'un seul composant alimentaire. Et aussi, on a vu il y a des aliments qui sont complets tels que le lait qui contient tous les aliments simples. Et aussi, il y a des aliments qui sont incomplets comme le pain qu'on a vu qui est pauvre, qui est pauvre en lipides. Et aussi, on a vu que les aliments, ou bien on classe les aliments selon leur rôle et leur fonction en aliments énergétiques, qui sont des aliments riches en glucides et en lipides, qui fournissent de l'énergie nécessaire à l'organisme. Il y a des aliments qui sont protecteurs ou bien fonctionnels, qui protègent notre organisme contre les maladies telles que les vitamines et les sels minéraux. Et on a vu aussi, il y a des aliments qui sont constricteurs ou bien bâtisseurs. Ce sont des aliments riches en protéines et en sels minéraux qui jouent un rôle très important dans la croissance. Et on a vu aussi que les aliments sont classés selon leur composition chimique. Et on a vu qu'il y en a des aliments qui sont riches en protéines, il y en a d'autres aliments qui sont riches en lipides, d'autres qui sont riches en eau et en sels minéraux, etc. Donc aujourd'hui, notre deuxième chapitre concernant la digestion et l'absorption intestinale. Et lorsqu'on dit les aliments consommés par l'homme en général passent dans le tube digestif et subissent des transformations, dite la digestion, ces aliments seront alors simplifiés et le produit sera directement utilisable par notre organisme. Donc, durant ce chapitre, Inch'Allah, on va voir quelle est l'organisation de l'appareil digestif chez l'homme, aussi quelles transformations subissent les aliments, ou bien quelles sont les transformations que subissent les aliments durant notre tube digestif et quel est le devenir des produits de la digestion. Donc, on commence notre première partie concernant l'organisation de l'appareil digestif chez l'homme. On va voir, il se compose de quoi cet appareil digestif. Donc, le document ici, il représente l'organisation de l'appareil digestif ou bien des systèmes digestifs en général. Il se compose de ces composants, ou bien on commence par la bouche d'abord. On a l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Et ces composants, elles représentent ce qu'on appelle le tube digestif. Et lorsqu'on dit le tube digestif, ça veut dire que c'est un tube sous forme de tuyau qui permet le passage des aliments depuis la bouche jusqu'à l'anus. Et aussi parmi les composants, on trouve des glandes comme les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas aussi. Donc, lorsqu'on parle de la glande salivaire et de pancréas, on parle des glandes digestives, ça veut dire qu'il produit des liquides biologiques qui servent à la digestion et à la dégradation des aliments. Donc, en général, l'ensemble des organes qui constituent le tube digestif avec les glandes digestives, elles constituent ce qu'on appelle le système digestif. Donc, je répète, on a dit que les organes des tubes digestifs sont la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Elles représentent le trajet ou le passage des aliments depuis la bouche jusqu'à l'anus. On a les glandes digestives, ou bien on l'appelle les glandes annexes du tube digestif, comme les glandes salivaires, le pancréas et le foie aussi. Et l'ensemble des organes des tubes digestifs et des glandes digestives, elles constituent ce qu'on appelle le système digestif ou bien l'appareil digestif en général. Donc maintenant, on commence, on va voir quelles sont les transformations des aliments dans le tube digestif. On commence d'abord par les transformations au niveau de la bouche. On va voir quels sont les aliments qui se transforment dans la bouche et grâce à quoi. Donc,
La digestion en général, elle commence au niveau de la bouche par la mastication des aliments. Ces derniers sont brouillés d'abord sous l'action des dents et le mouvement de la langue, puis ils sont mélangés avec de la salive et transformés en ce qu'on appelle un bol alimentaire. C'est ça ce qu'on appelle la digestion mécanique grâce à l'action des dents et de la langue aussi. Donc c'est le premier type de la digestion qu'on trouve au niveau de la bouche, la digestion mécanique. On passe maintenant à la deuxième type, c'est la digestion chimique. Comme vous voyez ici, on a la composition des aliments avant la mastication. On trouve il y a l'eau, les sels minéraux, l'amidon, les protéines, les matières grasses et les vitamines en général. Après la mastication, la composition des aliments après la mastication, on trouve qu'il y a l'apparition de nouveaux aliments ou bien des nouveaux composants tels que le maltose et la salive. Donc ici, on sait bien que le maltose c'est un sucre aussi parmi les glucides. L'amidon, on a dit que c'est un aliment c'est un glucide aussi. Donc on peut dire ici que peut-être au niveau de la bouche et grâce à l'action de la salive ou bien sous l'effet de la salive, peut-être que l'amidon se transforme en maltose. Donc on pose notre hypothèse ici, c'est peut-être que l'amidon se transforme en maltose au niveau de la bouche. Donc, pour savoir si cette hypothèse c'est vrai ou non, on passe à des expériences. Donc, les expériences qu'on a ici, on a pris deux tubes. On a le tube A et le tube B. Dans le tube A, on a l'embois d'amidon seul. Et dans le tube B, on a l'embois d'amidon plus de la salive. Pour savoir quel est le rôle de la salive ici au niveau de la bouche. Et bien sûr, on a les deux tubes sont à une température de 37 degrés. Et lorsqu'on dit ici 37 degrés, ça veut dire que c'est la température corporelle, c'est la température de notre organisme. Donc, après quelques minutes, on prend le contenu du tube A et on a ajouté l'eau iodée. Et on a dit qu'on utilise l'eau iodée pour mettre en évidence la présence de l'amidon et pour savoir si l'aliment contient de l'amidon. Et on a rajouté quelques gouttes d'eau iodée sur le contenu des deux tubes, du tube A et du tube B. Et comme vous voyez ici, dans le contenu de tube A, après l'ajout de l'eau iodée, on obtient une coloration qui est bleu violacé. Et lorsqu'on obtient cette coloration, ça veut dire que le tube A, elle contient encore de l'amidon. Par contre, lorsqu'on a rajouté quelques gouttes d'eau iodée sur le contenu de tube B, on a obtenu une coloration jaunâtre. Il y a l'absence de la coloration bleu violacé, c'est-à-dire que le tube B, elle ne contient pas de l'amidon. Donc ça, ce qui concerne la réaction avec l'eau iodée. Maintenant, on prend aussi le contenu des deux tubes A et B. On va rajouter cette fois la légore de Fehling. Et on sait bien que la légore de Fehling, c'est un réactif qu'on utilise pour mettre en évidence l'existence des sucres simples tels que le maltose. Donc, lorsqu'on a rajouté la légore de Fehling à chaud, bien sûr, sur le contenu de tube A, on a obtenu une coloration bleue, ça veut dire l'absence de la précipité rouge brique, c'est-à-dire ici, on n'a pas de sucre simple, il n'y a pas de transformation au niveau de tube A. Par contre, dans le tube B, lorsqu'on a rajouté la légore de Fehling à chaud, bien sûr, on a obtenu un précipité rouge brique qui signifiait que dans le tube B, il y a la présence des sucres simples qui sont ici le maltose. Donc, d'après cette expérience, on peut dire que en présence de la salive, il y a la transformation de l'amidon en des sucres simples qui est le maltose. Par contre, dans le tube A qui ne contient pas de la salive, il n'y a aucun changement ici, il n'y a pas de transformation de l'amidon. Ça veut dire que pour qu'on ait la dégradation et la transformation de l'amidon, il faut qu'on ait la présence de la salive qui transforme cette molécule complexe à des molécules plus simples qui sont les molécules de maltose. Donc, comme résultat, comme on a déjà dit, que dans le tube A, on ne trouve pas des sucres simples, alors que dans le tube B, il y a l'apparition des sucres simples, qui est le maltose. Donc, explication de ce qu'on a dit. Donc, d'après les résultats de l'expérience, on peut dire que au niveau de la bouche,
l'amidon se transforme en maltose. Donc le macromolécule de l'amidon qui est une molécule complexe, un aliment qui est complexe, elle transforme au niveau de la bouche grâce à l'action de la salive qui contient l'enzyme de ce qu'on appelle l'amylase salivaire. Elle transforme le macromolécule d'amidon en des molécules plus simples qui sont le maltose. Ça veut dire ici que la digestion de l'amidon débute dans la bouche pendant la mastication grâce à une enzyme de la salive qui est l'amylase salivaire. Et l'action de cette enzyme, elle permet la dégradation de la molécule. Et lorsqu'on dit l'amylase salivaire ou bien l'enzyme ici, c'est un catalyseur. Elle catalyse la réaction. Elle permet la dégradation et la fragmentation de maltose. Donc, comme on a ici, comme on a déjà dit, que le macromolécule de l'amidon, grâce à l'action de l'amylase salivaire dans l'enzyme de l'amylase salivaire, qui joue le rôle de catalyseur, elle permet la dégradation et la fragmentation. Elle coupe les liaisons chimiques entre les molécules et permet la fragmentation de la macromolécule en des molécules plus simples, le maltose. Donc, explication comme on a dit. Donc, je répète en général. Au niveau de la bouche, on a dit au niveau de la bouche, la salive convertit la molécule complexe de l'amidon en molécule de sucre plus simple, le maltose. Cette transformation est effectuée par une enzyme spécifique appelée l'amylase salivaire selon la réaction suivante. Donc on a ici l'amidon plus l'amylase salivaire en présence de l'eau, bien sûr, et une température de 37 degrés, donne le maltose plus le reste de l'amidon. Parce que la dégradation de l'amidon au niveau de la bouche n'est pas complète. C'est une partie de l'amidon se transforme au niveau de la bouche en maltose. Donc, comme conclusion, ce qu'on a dit sur la digestion au niveau de la bouche, la salive, qui est un suc digestif, contient l'enzyme de l'amylase salivaire qui permet la décomposition et la simplification de l'amidon, molécule complexe, en maltose, qui est une molécule plus simple. Donc ici, comme définition, lorsqu'on dit l'enzyme, c'est une molécule chimique qui permet la fragmentation et la décomposition des molécules complexes en molécules plus simples en présence de l'eau et d'une température de 37 degrés. Ça veut dire pour que l'enzyme fait la digestion et la fragmentation, il faut deux conditions essentielles, la présence de l'eau et la température de 37 degrés. Et comme on a dit avant, c'est un catalyseur, elle catalyse la réaction chimique. Et lorsqu'on dit la salive, c'est un suc digestif produit par les glandes salivaires. Les glandes salivaires, elles produisent la salive qui contient l'enzyme de l'amylase salivaire. Donc, comme montre la vidéo ici, on a la transformation au niveau de la bouche, comme vous voyez. Elle commence par la mastication et l'action des dents et de la langue, ce qu'on appelle la digestion qui est mécanique. Et après, on a les aliments sont mélangés avec de la salive et se transforment en bol alimentaire qui part par l'œsophage vers l'estomac. Donc, et lorsque le bol alimentaire elle passe vers l'estomac, on passe à la deuxième partie de notre séance, c'est concernant les transformations ou bien la digestion au niveau de l'estomac. Donc, on commence d'abord par la digestion mécanique aussi, grâce à la contraction de la paroi de l'estomac aussi. Elle conduit à la digestion mécanique du bol alimentaire et aussi il conduit au mélange du bol alimentaire avec le contenu qui se trouve au niveau de l'estomac avec les sucs gastriques et le bol alimentaire elle se transforme en un chyme. Comme on a ici. Donc, après l'arrivée du bol alimentaire dans l'estomac, vous voyez, il y a la contraction. On va voir la contraction de la paroi de l'estomac qui conduit à la digestion mécanique grâce à l'action de la paroi interne et transforme le bol alimentaire en un chyme et le mélange avec le suc gastrique qui se trouve au niveau de l'estomac. Et lorsqu'on parle de suc gastrique, on parle de la digestion chimique grâce à des enzymes.
Donc, pour connaître le rôle du suc gastrique et d'identifier les éléments digérés, nous proposons les données suivantes. Donc, vous voyez, on a le composant du bol alimentaire dans l'entrée de l'estomac et à la sortie de l'estomac. Et comme vous voyez, à la sortie de l'estomac, bien sûr, il y a l'apparition de nouveaux composants tels que les polypeptides et le suc gastrique. Donc, comme on a ici, il y a l'apparition des polypeptides et des sucs gastriques. Donc, on va voir quels sont les aliments qui sont transformés et qui donnent les polypeptides et quel est le rôle de la suc ou bien du suc gastrique ici. Donc, comme observation, on observe qu'il y a l'apparition des polypeptides et du suc gastrique. Donc, explication sur ce qu'on a dit. Donc, le suc gastrique, il contient la pepsine, qui est un enzyme qui se trouve au niveau des sucs gastriques, qui favorise la dégradation des protides en polypeptides. Ça veut dire au niveau de l'estomac, il y a la dégradation des protides en polypeptides grâce à l'action de pepsine. Comme vous voyez ici dans le document, on a le macromolécule des protides qui se compose de un acide aminé, ça veut dire de plusieurs acides aminés. Et au niveau de l'estomac, et grâce à l'action de l'enzyme de pepsine et en présence de HCl, ici l'acide chlorhydrique, leur rôle, il favorise le travail de l'enzyme au niveau de l'estomac. Et bien sûr, à une température de 37 degrés, on a la dégradation et la simplification de macromolécules de protides en des molécules plus simples qui ont les polypeptides, comme vous voyez ici. Ça veut dire qu'on a ici la simplification des protides et la transformation et la dégradation en présence de pepsine. Donc, on peut dire ici qu'au niveau de l'estomac, une partie des protides est transformée en molécules simples, appelées les polypeptides, en présence d'eau et d'acide chlorhydrique, bien sûr, sécrétés par l'estomac. Cette réaction chimique est catalysée par l'enzyme de pepsine qui agit en milieu acide et à la température corporelle, bien sûr, qu'on a dit avant 37 degrés, selon la réaction suivante. Donc, on a les protides plus l'enzyme de pepsine en présence de l'eau, de l'HCl à température de 37 degrés. Ça va donner les polypeptides plus le reste des protides parce qu'on a dit la digestion n'est pas complète au niveau de l'estomac. Donc, la vidéo ici, elle représente ou bien elle résume ce qu'on a vu sur la digestion au niveau de la bouche et de l'estomac. On a dit que la digestion commence au niveau de la bouche par la mastication, par la digestion mécanique et les aliments sont mélangés avec de la salive et se transforment en un bol alimentaire. Et sous l'action de la salive qui contient l'enzyme de l'amylase salivaire, une partie de l'amidon se transforme en maltose au niveau de la bouche. Puis, le bol alimentaire, elle est transporté ou bien elle passe par l'œsophage vers l'estomac. Comme vous voyez ici. Et au niveau de l'estomac, on a dit il y a la dégradation ou bien la digestion des protides sous l'action de la suc gastrique qui contient l'enzyme de pepsine qui appartient à la famille des protéases. Donc, il y a la dégradation mécanique et chimique au niveau de l'estomac. Donc, je répète en général sur ce qu'on a vu. Au niveau de la bouche, il commence la digestion de l'amidon grâce à l'action de l'amylase salivaire qui se transforme en des molécules plus simples de maltose. Au niveau de l'estomac, il y a la dégradation et la simplification des protides en présence de l'enzyme de pepsine et qui se transforme en des molécules de polypeptides. Et la séance suivante, Inch'Allah, on va voir la digestion au niveau de l'intestin grêle, quels sont les aliments qui se transforment au niveau de l'intestin grêle et quel est le produit de ces aliments.